15 acteurs inoubliables emportés par un même mal silencieux, mais leurs histoires continuent de toucher nos cœurs. Derrière les sourires, les trophées et les projecteurs, se cachent des destins bouleversants que la France n'a jamais oubliés. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment chacun d'eux a transformé la douleur en émotion éternelle. Numéro 1, Patrick Swayze. Le 14 septembre 2009. Ce jour-là, le monde du cinéma s'est figé. Patrick Swayze s'est éteint à Los Angeles, laissant derrière lui une carrière éclatante et un souvenir ineffaçable dans le cœur du public français. Depuis les années 80, il était devenu un visage familier, celui qu'on associait à la passion, à la grâce et à la sincérité. En France, son rôle dans Dirty Dancing avait traversé les générations. Les salles obscures affichaient complet, la bande originale tournait sans fin sur les ondes, et cette scène mythique, dansée au ralenti, s'était gravée dans la mémoire collective. Patrick Swayze représentait l'élégance virile, un équilibre rare entre force et douceur. En 1990, le film Ghost confirma son statut d'icône universelle du romantisme. Les spectateurs français furent une fois de plus captivés par cet acteur au regard profond, capable d'incarner l'amour, la perte et la tendresse avec une authenticité bouleversante. Loin des caméras, c'était un homme discret, fidèle à son épouse Lisa Niemi, passionné de nature et de chevaux, préférant la simplicité aux excès d'Hollywood. Les dernières années furent un combat silencieux. Patrick Swayze, toujours souriant, continua de tourner malgré la fatigue. Il apparaissait dans les interviews avec cette voix douce et posée, refusant la plainte, préférant la dignité. En France, les journaux parlèrent d'un homme courageux, d'un artiste resté fidèle à son image jusqu'au bout. Il inspira le respect, non pas seulement pour ses rôles, mais pour sa façon d'affronter la vie. À travers chacun de ses films, il laissait une empreinte lumineuse. Même dans les rôles d'action, il y avait cette sensibilité, cette sincérité qui touchait profondément. Le jour de sa disparition, les chaînes françaises rediffusèrent immédiatement ses œuvres les plus aimées. Des millions de téléspectateurs retrouvèrent Johnny Castle, Sam Witt ou Body, comme pour lui dire adieu en silence. Patrick Swayze n'a jamais cessé d'incarner la vie, même au cœur de la fragilité. Son parcours demeure l'exemple d'un artiste vrai, humain, sans artifice. Ses films continuent de résonner, d'émouvoir et d'inspirer. En France, son nom évoque toujours la lumière, la tendresse et la force tranquille d'un homme qui a su transformer la douleur en émotion. Une étoile qui ne s'éteindra jamais vraiment. Numéro 2, Alan Rickman. Le 14 janvier 2006. Ce matin-là, le Royaume-Uni et la France apprirent la nouvelle avec stupeur. Alan Rickman s'était éteint à Londres, laissant un vide immense dans le monde du théâtre et du cinéma. Sa voix grave, son regard intense et son élégance discrète avaient marqué des générations de spectateurs. En France, il était adoré, non seulement pour ses rôles dans Harry Potter, mais aussi pour son talent de comédien classique formé à la Royal Academy of Dramatic Art. Depuis les années 80, Alan Rickman était un visage familier du grand écran. Les spectateurs français se souvenaient de lui dans Die Hard, où il incarnait le charismatique Hans Gruber, un rôle qui avait révélé au monde entier son intelligence de jeu et sa capacité à donner de la profondeur à n'importe quel personnage. Puis vint la saga Harry Potter. Son interprétation du professeur Severus Rogue fascina le public français, partagé entre peur, respect et tendresse. Derrière cette silhouette sombre se cachait un acteur d'une grande sensibilité, capable d'émouvoir sans dire un mot. Alan Rickman aimait la France. Il y avait tourné plusieurs films et fréquentait souvent Paris. Ses interviews étaient empreintes de retenue, de finesse et d'humour discret. Les journalistes français le décrivaient comme un homme cultivé, d'une courtoisie rare, loin de toute superficialité. Dans Love Actually, il montrait une autre facette, celle d'un homme pris dans les tourments du quotidien, fragile, humain, imparfait. Ce rôle avait touché profondément le public, parce qu'il montrait ce que tout le monde peut ressentir. La nostalgie, la distance, la tendresse perdue. Sa disparition fut une onde de choc. Peu de temps avant, il avait tourné ses derniers films, sans jamais révéler publiquement son combat contre la maladie. Il voulait que les projecteurs restent braqués sur son art, non sur sa souffrance. Cette pudeur, cette dignité furent saluées en France comme le signe d'un grand homme. Les hommages se multiplièrent, les fans déposèrent des fleurs devant les cinémas et les librairies, où se vendaient les romans de J.K. Rowling. Les réseaux sociaux français se remplirent de messages d'amour et de gratitude.
Alan Rickman représentait une certaine idée du talent britannique que la France chérit depuis toujours. La classe, la maîtrise, la profondeur. Même après tant d'années, sa voix résonne encore. Ces personnages continuent de nous parler, avec cette nuance et cette émotion qui lui étaient propres. En France, son nom évoque désormais la fidélité à l'art et la beauté du silence. Si vous avez aimé ces films, dites-nous dans les commentaires lequel de ces rôles vous a le plus ému. Numéro 3, Marcello Mastroianni. Le 10 à 9 décembre 1986. Ce jour-là, Paris s'est arrêté un instant. L'un des visages les plus aimés du cinéma européen venait de s'éteindre dans sa maison du 16e arrondissement. L'acteur italien, dont la France avait fait l'un de ses fils adoptifs, s'était battu avec courage contre la maladie. Son départ marquait la fin d'une époque, celle du cinéma élégant, sensible et poétique. Marcello Mastroianni était bien plus qu'un acteur. En France, il incarnait le charme méditerranéen, la nonchalance raffinée, la douceur mélancolique. Depuis la Dolce Vita de Federico Fellini, il avait conquis le public français, fasciné par ce regard à la fois distant et vulnérable. Il avait tourné avec Catherine Deneuve, avec qui il forma l'un des duos les plus admirés du grand écran. Ensemble, ils représentaient cette alliance parfaite entre la beauté italienne et la sophistication française. Au fil des décennies, il s'était imposé comme un symbole de l'homme moderne, cultivé, un peu ironique, toujours élégant. Le public français aimait sa façon de jouer sans forcer, de transformer les silences en émotions. Dans 8 et demi, il livra une performance qui bouleversa les spectateurs et consacra définitivement son statut de légende. Les critiques français parlaient de lui comme d'un poète du cinéma, un homme capable de dire beaucoup avec un simple regard. À Paris, il avait ses habitudes, ses cafés, ses amis. On le croisait souvent à Montparnasse, discret, souriant, fidèle à son style simple et soigné. Malgré la gloire internationale, il resta humble, fidèle à ses racines italiennes et à ses collaborateurs de toujours. Même malade, il continua à tourner, à sourire, à parler de cinéma avec une curiosité intacte. Ses dernières apparitions publiques furent empreintes de douceur et de lucidité. Il parlait du temps qui passe, de la beauté des choses simples, de l'amour qu'il portait à la vie. Lorsque la nouvelle de sa disparition tomba, la France pleura un artiste qu'elle considérait comme l'un des siens. Les journaux rendirent hommage à sa classe, à sa discrétion, à sa capacité rare d'incarner l'âme humaine avec justesse. Ses films repassèrent à la télévision et des milliers de spectateurs redécouvrirent cet acteur qui, sans bruit, avait marqué leur existence. Marcello Mastroianni reste aujourd'hui une référence absolue pour tous ceux qui aiment le cinéma. Sa voix, son regard et son élégance continuent d'habiter la mémoire du public français. Il n'était pas seulement une star, il était une émotion, une présence intemporelle, douce et lumineuse, que le temps n'efface pas. Numéro 4. Simone Signoret. Le 30 septembre 1985. Ce jour-là, la France entière perdit l'une de ses plus grandes comédiennes. Simone Signoret s'est éteinte dans sa maison de la campagne bourguignonne, entourée de livres et de souvenirs. Elle laissa derrière elle une carrière exceptionnelle et une empreinte profonde dans la mémoire du cinéma français. Simone Signoret, c'était la force tranquille, la voix grave, le regard intense d'une femme qui ne trichait jamais. Depuis les années 50, elle avait su s'imposer dans un monde dominé par les apparences, non pas grâce à la beauté seule, mais par l'intelligence et la vérité de son jeu. En 1958, elle reçut l'Oscar pour son rôle dans Les Chemins de la Haute-Ville, devenant la première actrice française à obtenir cette distinction. Ce succès mondial, fidèle un symbole du talent français, admiré bien au-delà des frontières. Le public français l'aimait pour son naturel, son courage et sa franchise. Elle incarnait des femmes fortes, blessées, mais jamais soumises. Dans La Veuve Couderc, face à Alain Delon, elle livra une performance bouleversante, pleine de vérité. Dans L'Armée des Ombres, elle fut l'image de la résistance et de la dignité, une femme debout dans la tempête. Son jeu était sans artifice, direct, sincère. Elle ne cherchait pas à plaire, elle cherchait à dire quelque chose de vrai. Simone Signoret partagea sa vie avec Yves Montand, un couple mythique du cinéma et de la chanson française. Ensemble, ils vécurent des décennies de gloire et de combat, mêlant l'art et les convictions. Ils furent à la fois admirés et respectés pour leur engagement. Leur maison de campagne était un refuge, un lieu de paix où se retrouvaient amis, écrivains et acteurs. Ces dernières années furent marquées par la fatigue, mais elle garda jusqu'au bout cette lucidité qui la caractérisait. Elle écrivait, elle lisait, elle observait le monde avec la même passion que dans sa jeunesse.
Elle ne craignait pas de dire ce qu'elle pensait, même si cela dérangeait. Les Français voyaient en elle une conscience, une voix juste, un miroir de leur propre histoire. Le jour où elle s'en alla, les journaux titrèrent simplement son nom. Aucun mot n'était nécessaire. Tout le pays savait que c'était une page du cinéma français qui se tournait. Simone Signoret reste, encore aujourd'hui, l'incarnation de la vérité et de la dignité à l'écran. Une femme libre, forte et inoubliable, dont le regard continue d'habiter ceux qui l'ont aimée. Numéro 5, Michaël Landon. Le 1er juillet 1991. Ce matin-là, l'Amérique et la France apprirent la disparition d'un visage familier, celui d'un homme qui avait accompagné des millions de foyers à travers les écrans de télévision. Michaël Landon s'est éteint à Malibu, entouré de sa famille, après avoir passé sa vie à incarner la bonté, la foi en la vie et l'amour des siens. En France, il était connu comme Charles Zingale, le père courageux et tendre de la série La Petite Maison dans la Prairie, diffusée sur les chaînes françaises pendant des années. Dès la première diffusion, le public français fut conquis. Chaque épisode racontait la simplicité, la solidarité et la chaleur humaine d'une époque révolue. Les téléspectateurs voyaient en Michaël Landon un modèle de droiture et de compassion. Son sourire bienveillant, sa voix apaisante et son regard franc faisaient de lui un symbole de l'homme de cœur. Il ne jouait pas un rôle, il incarnait une manière d'être, une philosophie de vie fondée sur l'amour et la persévérance. Avant cette série, Michaël Landon s'était déjà fait connaître grâce à Bonanza, un western populaire dans les années 60, également diffusé en France. Il y tenait le rôle de Little Joe, le plus jeune fils de la famille Cartwright, plein de fougue et de générosité. Avec le temps, il passa derrière la caméra, écrivit, produisit et réalisa. Il voulait raconter des histoires qui réchauffent le cœur, qui parlent de courage et de résilience. Au début des années 90, lorsqu'il apparut pour la dernière fois à la télévision française, son visage paraissait plus fatigué, mais son esprit restait intact. Il parlait de la vie avec sérénité, rappelant que chaque jour méritait d'être vécu pleinement. Sa disparition, annoncée quelques mois plus tard, provoqua une vague d'émotions. Des milliers de téléspectateurs en France se souvenaient de lui comme d'un ami de la famille. Les journaux français lui rendirent hommage en saluant un artiste complet, un homme sincère, sans cynisme ni excès. Michaël Landon laissa derrière lui un héritage rare. Ses séries continuent d'être rediffusées en France, et chaque génération découvre à nouveau la douceur de son univers. Dans un monde souvent agité, il rappelait la valeur des choses simples, la patience, le travail et l'amour des proches. Son départ marqua la fin d'une époque où la télévision parlait au cœur. Aujourd'hui encore, lorsqu'un épisode de La Petite Maison dans la Prairie passe à l'écran, le public ressent la même émotion. C'est la preuve que Michaël Landon n'a jamais vraiment quitté ceux qu'il aimait. Numéro 6, John Hurt. Le 25 janvier 2010 à 7, ce matin-là, la nouvelle tomba comme un choc dans le monde du cinéma britannique et français. John Hurt s'était éteint à Londres, après plus de 50 années d'une carrière exceptionnelle. En France, son nom évoquait immédiatement un visage inoubliable, celui d'un acteur à la voix profonde, à la présence intense et au regard plein d'humanité. Il avait ce don rare de rendre chaque personnage crédible, même les plus étranges, même les plus tourmentés. Les cinéphiles français se souviennent d'abord de L'Homme-éléphant, le film de David Lynch sorti en 1980. Dans ce rôle bouleversant, John Hurt incarnait un homme rejeté par la société, mais doté d'une dignité immense. Le public français fut profondément touché, le film fit salle comble à Paris et reçut de nombreux éloges de la critique. Ce rôle fit de lui une légende, capable d'exprimer la beauté cachée derrière la difformité, la lumière dans la douleur. Tout au long de sa carrière, il passa sans effort du cinéma d'auteur au cinéma populaire. On le vit dans Alien, où sa scène culte devint une référence absolue du cinéma fantastique, puis dans Midnight Express, qui lui valut une reconnaissance internationale. Les spectateurs français appréciaient sa capacité à disparaître derrière ses personnages, à se transformer sans jamais trahir son essence. Plus tard, il toucha une nouvelle génération grâce à Harry Potter, où il interprétait le maître des baguettes, Ollivander, avec cette sagesse douce et un soupçon de mystère. John Hurt aimait la France, son cinéma, sa culture. Il participait souvent à des festivals, à Cannes, à Deauville, toujours humble et souriant. Dans les interviews données aux médias français, il parlait de la vie avec une philosophie simple, sans grandiloquence, avec ce charme britannique que les Français adoraient. Les dernières années de sa vie furent marquées par une lutte silencieuse.
Il continua pourtant de travailler, de tourner, de prêter sa voix à des projets qu'il aimait. Jamais il ne chercha la compassion, seulement la vérité du métier. Le jour de sa disparition, les hommages affluèrent du monde entier. En France, les chaînes culturelles rediffusèrent ses grands films et rappelaient que son talent dépassait les frontières. John Hurt laisse un héritage immense, celui d'un comédien libre, sincère et profondément humain. Ses personnages parlent encore de courage, de solitude et d'espoir. Si vous avez aimé son jeu unique, partagez dans les commentaires le film de John Hurt qui vous a le plus marqué. Numéro 7, Nathalie Delon. Le 20 et 1 janvier 2021. Ce jour-là, Paris se réveilla avec une profonde tristesse. Nathalie Delon s'était éteinte dans la capitale, à 79 ans, après une vie marquée par le cinéma, la beauté et une rare indépendance d'esprit. La nouvelle fut confirmée par son fils, et la France entière rendit hommage à celle qui fut bien plus qu'une icône des années 60. Elle représentait une époque, un style, une attitude. Nathalie Delon était née à Oujda, au Maroc, dans une famille française. Très jeune, elle rêvait d'aventure, de liberté, de lumière. Son destin prit un tournant inattendu lorsqu'elle rencontra Alain Delon. Ensemble, ils formèrent l'un des couples les plus mythiques du cinéma français. Leur union fit la une des journaux, fascinant le public par leur beauté presque irréelle. En 1967, elle tourna à ses côtés dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, un film devenu culte. Sa présence à l'écran, froide, silencieuse, mystérieuse, marqua les esprits. Elle incarnait cette féminité moderne, à la fois forte et insaisissable. Mais Nathalie Delon refusa de n'être qu'une image. Après leur séparation, elle poursuivit seule son chemin, tournant dans de nombreux films français et internationaux. Elle se fit un nom, une carrière, et gagna le respect du milieu artistique. Les années 70 la virent explorer des rôles audacieux, souvent dans des productions indépendantes. Son jeu sobre, son regard direct et sa voix posée la rendaient unique. Elle ne cherchait pas la célébrité facile, elle cherchait la vérité. Dans la vie, Nathalie Delon était une femme discrète, passionnée de lecture et d'écriture. Elle publia un livre de souvenirs où elle raconta sa vie sans phare, avec la franchise d'une femme libre. Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle possédait cette élégance rare, celle de la simplicité. Le jour de sa disparition, les hommages furent unanimes. Les journaux évoquèrent la dernière dame du cinéma français des années 60. Les téléspectateurs redécouvrirent Le Samouraï, cette œuvre intemporelle où elle apparaissait aux côtés d'Alain Delon, vêtue de noir, regard fixe, presque irréel. Son image, figée dans la lumière froide du film, reste l'un des symboles du cinéma français d'auteur. Nathalie Delon demeure aujourd'hui une figure de courage et d'élégance. Son parcours rappelle qu'on peut être belle, célèbre, aimée, et pourtant profondément libre. Son nom appartient désormais à l'histoire, celle d'une femme qui a su vivre selon ses propres règles, jusqu'à la fin. Numéro 8. Tino Rossi. Le 27 septembre 1983. Ce jour-là, la France perdit l'une de ses voix les plus chères. Tino Rossi s'était éteint à Neuilly-sur-Seine, laissant derrière lui des décennies de chansons, de films et de tendresse. Sa disparition bouleversa le pays. Les journaux, la radio et la télévision lui rendirent hommage comme à un symbole de la douceur française. Depuis les années 30, sa voix avait accompagné les fêtes, les hivers, les souvenirs d'amour et les moments d'espoir. Tino Rossi était né à Ajaccio, en Corse. Très jeune, il avait montré un don naturel pour le chant. Sa voix chaude, souple et claire séduisit rapidement le public. Dans les années 30, il quitta son île natale pour Paris. Là, il devint en peu de temps l'une des plus grandes stars de la chanson et du cinéma. Ses disques se vendaient par millions. Ses films, souvent romantiques, faisaient rêver le public d'avant et d'après-guerre. Les Français, marqués par les années difficiles, trouvaient dans sa musique un réconfort, une lumière. Son interprétation de Petit Papa Noël fit de lui une légende. Depuis sa sortie en 1946, cette chanson est devenue un rituel en France. Chaque Noël, les familles la font jouer, les enfants la chantent, et la voix de Tino Rossi résonne comme celle d'un ami d'enfance. Cette mélodie a traversé le siècle sans vieillir. Elle est devenue un lien entre les générations. Tino Rossi n'était pas seulement un chanteur, il était aussi un acteur de grand charme. Ses films, tournés entre les années 30 et 50, montraient un homme élégant, romantique, souriant. Il incarnait la France d'avant les excès, celle des promenades sur la Riviera,
des bals populaires et des rêves simples. Dans la vie, il restait fidèle à son île, à la mer et à ses racines corses. On disait qu'il ne se sentait vraiment lui-même qu'en entendant le vent de la Méditerranée. Les dernières années furent marquées par la fatigue, mais il resta actif, entouré de son public fidèle. Il chantait encore, parlait doucement de sa vie, de ses souvenirs. Quand la nouvelle de sa disparition fut annoncée, la France entière s'arrêta. Des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage. À Paris, son cercueil fut accueilli à l'église de la Madeleine, avant d'être transporté en Corse, sa terre bien-aimée. Aujourd'hui encore, Tino Rossi reste l'image d'un artiste intemporel. Son sourire, sa voix et sa gentillesse appartiennent à la mémoire collective française. Son nom évoque la tendresse, la paix et la musique du cœur. Numéro 9, Rex Harrison. Le 2 juin 1990. Ce jour-là, le monde du cinéma perdit l'un de ses gentlemen les plus distingués. Rex Harrison s'était éteint à New York, à 82 ans, après une vie passée sur les scènes et les plateaux de tournage du monde entier. En France, il était connu et admiré comme l'incarnation parfaite du charme britannique. Sa voix claire, son port altier et son humour fin avaient fait de lui une figure familière du cinéma classique que les Français aiment encore regarder. Rex Harrison naquit à Wyton, près de Liverpool. Il fit ses débuts au théâtre avant de briller sur les écrans. Sa carrière prit son essor dans les années 40 et il s'imposa comme un acteur au style unique, à la fois détaché et précis. En 1964, il devint mondialement célèbre grâce à My Fair Lady, où il incarna le professeur Higgins face à Audrey Hepburn. Ce rôle, plein d'esprit et de raffinement, lui valut l'Oscar du meilleur acteur. En France, le film connut un succès immense. Les spectateurs furent conquis par sa diction impeccable, son humour subtil et cette élégance qu'il semblait porter naturellement. Mais Rex Harrison n'était pas seulement un acteur de comédie musicale. Il tourna aussi dans des drames et des films historiques qui révélèrent sa profondeur. Dans Cléopâtre, il interpréta Jules César avec une noblesse tranquille, donnant au personnage une humanité rare. Son talent pour manier la langue, pour moduler les émotions, fascinait les cinéphiles français. Ses films étaient souvent projetés dans les cinés, clubs, où l'on admirait son art du dialogue et sa maîtrise du geste. Hors des projecteurs, Rex Harrison restait un homme de culture, passionné de littérature et de peinture. Il parlait souvent de son amour pour la scène, affirmant qu'il se sentait plus vivant sous les lumières d'un théâtre que n'importe où ailleurs. Son humour, parfois caustique, était légendaire. Ses amis le décrivaient comme un esprit brillant, exigeant, mais toujours élégant. Ses dernières années furent marquées par la reconnaissance universelle de son œuvre. Il continua à jouer, à recevoir des distinctions et à donner des conférences sur l'art dramatique. Lorsqu'il quitta ce monde, la presse française lui consacra de nombreuses pages. Les critiques soulignèrent son raffinement, sa précision et cette manière unique d'incarner la classe sans arrogance. Aujourd'hui encore, Rex Harrison demeure pour beaucoup le symbole de l'acteur britannique par excellence. Son allure, sa voix et son esprit continuent d'inspirer les générations d'artistes. En France, son nom évoque la distinction, la mesure et la beauté intemporelle du cinéma d'autrefois. Numéro 10, Richard Hatch. Le 7 février 2010 à 7. Ce jour-là, la communauté des fans de science-fiction perdit l'un de ses visages les plus emblématiques. Richard Hatch s'était éteint à Los Angeles, à 71 ans, après une vie entièrement consacrée au cinéma et à la télévision. En France, il était particulièrement connu pour son rôle du capitaine Apollo dans la série Battlestar Galactica, diffusée à la fin des années 70, puis redécouverte par toute une nouvelle génération dans les années 2000. Richard Hatch était né à Santa Monica, en Californie. Dès son plus jeune âge, il s'était passionné pour la scène et les histoires de héros. Après plusieurs petits rôles à la télévision, il accéda à la notoriété en 1978 grâce à Battlestar Galactica. La série, inspirée par le succès de Star Wars, rencontra un immense succès en France. Les téléspectateurs furent captivés par l'univers futuriste, les effets spéciaux novateurs et surtout par la prestance du capitaine Apollo, interprété avec intensité et humanité par Hatch. Son visage devint familier pour tous les amateurs de science-fiction français. Dans les années 80, il continua sa carrière sur le petit écran, notamment dans la série Les rues de San Francisco, où il donna la réplique à Karl Malden. Son talent, mêlant gravité et chaleur, lui valut le respect du public et de ses collègues. Plus tard, il participa avec enthousiasme au renouveau de Battlestar Galactica.
Dans la version moderne diffusée à partir de 2004, il revint sous les traits de Tom Zarek, un personnage complexe, symbole de rébellion et de liberté. Cette transformation artistique fut saluée par la critique française. Elle montrait un acteur capable de se réinventer, de passer du héros lumineux au dissident torturé sans perdre son charisme. Richard Hatch aimait profondément ses fans. Il participait souvent à des conventions en France, où il signait des autographes, discutait longuement et remerciait le public pour son soutien fidèle. Ceux qui l'ont rencontré se souviennent de sa gentillesse, de sa simplicité et de son sourire sincère. Le jour de sa disparition, les hommages affluèrent du monde entier. Les médias français saluèrent un acteur passionné, un homme loyal envers son art et son public. Les fans, eux, revirent les épisodes de Battlestar Galactica, émus de retrouver ce capitaine au regard droit et au cœur pur. Richard Hatch reste aujourd'hui une figure respectée du cinéma et de la télévision. En France, son nom évoque la nostalgie d'une époque où la science-fiction portait encore un message d'humanité et d'espoir. Si vous avez grandi avec ces séries, partagez dans les commentaires vos plus beaux souvenirs de Richard Hatch. Numéro 11, Ben Gazzara. Le 3 février 2012. Ce jour-là, New York perdit l'un de ses artistes les plus intenses et la France l'un de ses acteurs américains préférés. Ben Gazzara s'était éteint dans sa ville natale, à 81 ans, après une carrière longue et riche. En France, il était considéré comme un visage familier du cinéma d'auteur, un acteur à la présence magnétique, souvent associé à John Cassavetes, figure culte du cinéma indépendant. Ben Gazzara était né à New York dans une famille d'origine italienne. Très jeune, il découvrit sa passion pour le théâtre. Il étudia l'art dramatique à l'Actors Studio, aux côtés de légendes comme Marlon Brando et James Dean. Son jeu, à la fois instinctif et réfléchi, séduisit rapidement les réalisateurs. Dans les années 50, il fit ses débuts au cinéma et se fit remarquer dans le film Autopsie d'un meurtre, où sa performance subtile attira l'attention du public français. Mais c'est dans les années 70 qu'il devint une icône du cinéma indépendant. Sa collaboration avec John Cassavetes marqua l'histoire du 7e art. Ensemble, ils tournèrent Husband, Meurtre d'un bookmaker chinois et Opening Night. Ces films, diffusés et célébrés dans les festivals français, révélèrent un acteur capable de mêler fragilité et puissance. En France, les cinéphiles voyaient en lui le symbole du réalisme américain, loin du glamour de Hollywood. Il représentait la vérité brute, les émotions sans filtre, la vie dans toute sa complexité. Au fil des décennies, Ben Gazzara travailla avec de nombreux réalisateurs européens, parmi lesquels Marco Ferreri, Lars von Trier et Vincent Gallo. Son talent traversait les frontières. Il aimait la France et participait souvent aux festivals de Cannes et de Deauville. Son regard profond, sa voix rauque et son élégance naturelle faisaient de lui un invité respecté, presque un familier du public français. Dans la vie, il restait un homme simple, discret, fidèle à ses amis. Il parlait souvent de cinéma comme d'une forme d'honnêteté. Il refusait le mensonge à l'écran, préférant la vérité, même quand elle dérangeait. Le jour de sa disparition, la presse française salua un acteur rare, un artisan du jeu, un homme qui avait fait de chaque rôle un morceau de vie. Les chaînes culturelles diffusèrent ses films en hommage. Dans les salles, le silence accompagna ces images. Ben Gazzara laissait derrière lui un héritage immense, celui d'un artiste qui avait su transformer la vulnérabilité en force et le réalisme en poésie. Son nom reste associé à cette génération d'acteurs qui faisaient du cinéma une confession. Numéro 12, Brock Peters. Le 23 août 2005. Ce jour-là, le cinéma américain et la France perdirent un acteur d'une grande dignité. Brock Peters s'était éteint à Los Angeles, à 78 ans, après plus d'un demi-siècle de carrière. En France, son nom évoquait immédiatement son rôle bouleversant dans Du silence et des ombres, adaptation du roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Dans ce film de 1962, il interprétait Tom Robinson, un homme accusé à tort, symbole d'injustice et de courage. Son interprétation, empreinte de retenue et d'humanité, bouleversa le public français. Né à New York dans une famille modeste, Brock Peters avait découvert très tôt la puissance du théâtre. Il fit ses débuts sur scène avant de se tourner vers le cinéma, à une époque où les rôles offerts aux acteurs noirs étaient rares et souvent stéréotypés. Lui, par sa prestance et sa profondeur, réussit à briser ses limites. Dans Du silence et des ombres, il donna au personnage de Tom Robinson une humanité universelle. En France, les critiques saluèrent ce rôle comme l'un des plus justes
et des plus émouvants du cinéma américain. Au cours des décennies suivantes, Brock Peters multiplia les apparitions au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il prêta sa voix à de nombreux films d'animation, participa à des productions musicales à Broadway et resta toujours proche de son public. Dans les années 80, il rejoignit l'univers de Star Trek, où il joua l'amiral Cartwright, puis le père de Benjamin Sisko dans la série Deep Space Nine. Ce rôle le fit redécouvrir par une nouvelle génération de spectateurs français, fascinés par sa sagesse et son charisme. Brock Peters était un homme discret, d'une grande intégrité. Il évitait les discours grandiloquents, préférant laisser parler son travail. Il disait souvent que son métier n'était pas de juger, mais de comprendre. Cette philosophie se ressentait dans chacun de ses rôles. À travers sa voix grave et son regard empreint de douceur, il offrait toujours une leçon d'humanité. Le jour de sa disparition, les hommages vinrent du monde entier. En France, les journaux rappelaient son importance dans l'histoire du cinéma engagé, son influence sur des générations d'acteurs et sa contribution à une image plus juste et plus digne des minorités à l'écran. Les spectateurs se souvenaient de Tom Robinson, debout dans le tribunal, symbole de droiture et de vérité. Brock Peters, lui, avait incarné ce qu'il prêchait, la force tranquille, la noblesse du cœur et la fidélité à ses convictions. Numéro 13, Jack Benny, le 26 décembre 1974. Ce jour-là, Hollywood perdit l'un de ses pionniers les plus aimés et la France l'un de ses humoristes américains préférés. Jack Benny s'était éteint à Los Angeles, à 80 ans, après plus d'un demi-siècle à faire rire le monde entier. En France, il était connu grâce à ses films diffusés à la télévision et surtout par To Be or Not To Be, chef-d'œuvre d'Ernst Lubitsch devenu un classique intemporel. Jack Benny, de son vrai nom Benjamin Kubelski, était né à Chicago dans une famille d'immigrés polonais. Très jeune, il apprit le violon et se produisit sur scène dès l'adolescence. Dans les années 20, il devint comédien de cabaret avant de s'imposer à la radio. C'est là qu'il inventa son personnage. Un homme vaniteux, avare, toujours en décalage, mais d'une tendresse irrésistible. Ce mélange d'ironie et de douceur plut beaucoup au public français, qui retrouvait dans son humour un charme proche de celui de Jacques Tati. Dans les années 40, il conquit le cinéma. Sa prestation dans To Be or Not To Be, où il incarnait un acteur de théâtre pris dans la tourmente de la guerre, révéla toute sa finesse. Sous la direction d'Ernst Lubitsch, il sut mêler légèreté et gravité avec un équilibre rare. En France, ce film devint culte, souvent projeté dans les cinés, clubs et les festivals dédiés au cinéma classique. Jack Benny y symbolisait cette élégance du rire, capable d'apporter un souffle d'humanité au cœur des temps les plus sombres. À la télévision, il fut l'un des premiers à comprendre la force du petit écran. The Jack Benny Programme, diffusé pendant plus de 15 ans, fit de lui une légende du divertissement. Les téléspectateurs français, qui découvraient ses sketchs traduits ou redoublés, admiraient sa précision comique. Il maîtrisait l'art du silence, du regard, du timing parfait. Chaque pause, chaque mot avait du sens. Derrière le comédien se cachait un homme discret, généreux et fidèle à ses amis. Il soutenait les jeunes talents, partageait ses succès sans jamais se vanter. Sa vie privée, simple et équilibrée, contrastait avec l'image du personnage avare qu'il jouait à l'écran. Le jour de sa disparition, la presse française salua un maître du rire, un artiste qui avait su traverser le temps sans perdre son élégance. Ses films et ses émissions continuent d'être diffusés et étudiés, preuve que l'humour de Jack Benny, subtil et bienveillant, reste universel. Il demeure l'un des rares artistes capables de faire sourire tout en invitant à réfléchir sur la condition humaine. Numéro 14. Claude Chamboisier. Le 4 janvier 2015. Ce jour-là, la France apprit avec tristesse la disparition d'un visage familier de son enfance. Claude Chamboisier, connu de tous sous le surnom de Framboisier, s'était éteint à Marmande, à 54 ans. Membre du groupe Les Musclés, il avait marqué toute une génération de téléspectateurs grâce à ses chansons joyeuses et à sa participation aux émissions du Club Dorothée sur TF1. Dans les années 80, la télévision française vivait un âge d'or du divertissement familial. Les Musclés accompagnaient Dorothée dans ses programmes quotidiens, chantant des refrains simples et entraînant que les enfants reprenaient en chœur. Claude Chamboisier, avec son éternel sourire et sa moustache rieuse, incarnait la bonne humeur. Le public l'adorait pour sa gentillesse, son sens de l'humour et sa proximité. Il n'était pas une star lointaine, mais un ami qu'on retrouvait chaque matin à la télévision. Né à Paris,
Il avait commencé sa carrière dans la musique avant de rejoindre le groupe Les Musclés. Avec Bernard Minet, René Morizur, Éric Bouade et Rémi Sarrazin, ils formèrent un ensemble soudé, plein d'énergie et d'amitié. Leurs chansons, comme La fête au village où les Musclés chantent Noël, devinrent des tubes, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. En France, aucune fête d'école ni goûter d'anniversaire ne se déroulait sans leur musique. Mais derrière les rires et les refrains entraînants, Claude Chamboisier était un artiste complet. Il jouait de plusieurs instruments, composait, écrivait et participait activement à la création des émissions. Après la fin du Club Dorothée, il se consacra à d'autres projets, plus discrets, tout en gardant un lien fort avec ses anciens camarades. Les téléspectateurs le retrouvaient parfois dans des émissions spéciales ou des concerts nostalgiques, toujours avec la même simplicité. Le jour de sa disparition, les messages d'affection se multiplièrent. Les anciens enfants des années 80, devenus adultes, partagèrent leurs souvenirs. Beaucoup racontaient que ces chansons leur rappelaient une époque heureuse, celle de l'innocence et de la légèreté. Les médias français lui rendirent hommage, saluant son rôle dans la culture populaire et sa capacité à apporter de la joie à des millions de foyers. Claude Chamboisier reste aujourd'hui dans la mémoire collective comme une figure bienveillante, celle d'un artiste qui savait transmettre la joie sans prétention. Ses chansons continuent d'être diffusées, reprises, chantées par les générations suivantes. Il représente à jamais une part de l'enfance française, simple, joyeuse et pleine de tendresse. Numéro 15, Riccardo Zina. Le 23 septembre 2010 à Huy. Ce jour-là, l'Italie perdit un grand acteur, et la France salua la mémoire d'un visage familier du cinéma européen. Riccardo Zina s'était éteint à Naples, à 60 ans, après une vie entièrement dédiée à l'art. Son parcours, discret mais constant, avait marqué le public français grâce à sa présence dans des films comme Gomorrah ou Benvenuti al Sud, deux œuvres qui rencontrèrent un grand succès dans les salles françaises. Né à Naples, Riccardo Zina avait grandi au cœur de la culture italienne, entre théâtre, musique et cinéma. Très tôt, il manifesta une passion pour les arts. Il étudia la musique classique et apprit plusieurs instruments avant de se tourner vers la comédie. Son visage, expressif et sincère, le fit remarquer des réalisateurs italiens qui recherchaient des acteurs capables d'incarner la vérité du quotidien. Il n'était pas une star, mais un artisan du jeu, un homme capable de rendre chaque rôle vivant et crédible. Dans Gomorrah, sorti en 2008, il interpréta un personnage secondaire mais essentiel, dans un film sombre et réaliste sur la société napolitaine. Les critiques françaises saluèrent sa justesse et sa sobriété. Le film, récompensé au Festival de Cannes, fit découvrir au public de France le talent brut des acteurs italiens contemporains, dont Riccardo Zina faisait partie. Quelques années plus tard, il revint dans un registre totalement différent avec Benvenuti al Sud, une comédie tendre et drôle sur les contrastes entre le nord et le sud de l'Italie. Là encore, son naturel et sa chaleur humaine charmèrent les spectateurs français. Riccardo Zina était aussi musicien. Il composait, jouait et collaborait à plusieurs projets artistiques à Naples, sa ville qu'il n'avait jamais quittée malgré le succès. Ses amis le décrivaient comme un homme modeste, joyeux, toujours prêt à aider les jeunes comédiens. Il croyait que l'art devait rester proche du peuple, qu'il devait parler à tous sans distinction. Le jour de sa disparition, les hommages furent nombreux. Les cinéastes italiens saluèrent sa fidélité à son art et sa sincérité. En France, plusieurs critiques rappelèrent combien sa présence à l'écran apportait de vérité et de douceur. Il n'avait pas besoin de grands gestes pour émouvoir, un simple regard suffisait. Riccardo Zina laisse le souvenir d'un artiste vrai, humain et profondément attachant. Ses rôles restent dans le cœur des spectateurs français comme autant de petits fragments de vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.